Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la découverte du détroit de Magellan. Et reste jusqu'à la fin parce qu'on va chercher à comprendre pourquoi le navigateur, même après avoir tout perdu, 2 navires, une partie de son équipage, subit 2 mutineries et le reste de ses hommes qui voulaient faire demi-tour, a quand même décidé de continuer jusqu'au bout. Retraçons sa première et dernière navigation pour le roi d'Espagne. Après avoir mis fin à ses services pour le roi du Portugal, Magellan se présente devant la couronne espagnole avec une proposition. Trouver une route vers les îles aux épices en passant par l'ouest. Et cette idée-là, elle plaît bien à Charles Quint. Cette route, elle pourrait placer les Moluques du bon côté de la ligne de Tordesillas. Tordesillas, c'est simplement une ligne imaginaire qui sépare le monde en deux, avec à gauche les Espagnols et à droite les Portugais. Donc pas le choix, faut passer par l'ouest. Et Charles Quint, il sait que les Portugais, ils se font un max de thunes avec les îles aux épices. Du coup, il accepte de financer l'expédition de Magellan. Sauf que mettre un Portugais à la tête d'une expédition espagnole, ça plaît pas à tout le monde. Et si Magellan à la base, il voulait partir avec son pote portugais comme bras droit, le boss de la Casa de Contratación, Juan Rodríguez de Fonseca, il est pas trop fan de l'idée lui. La Casa de Contratación, c'est simplement l'entreprise qui est responsable de tous les navires qui quittent l'Espagne en direction des Amériques. Et Fonseca, il fait en sorte de coller un officier espagnol, Juan de Cartagena, comme bras droit à Magellan. Et ce duo hispano-portugais, il va pas bien se passer du tout. Oh, comme c'est bizarre! Et garde-le bien en tête, car il va avoir son importance dans la suite de notre histoire. Le 20 septembre 1519, la flotte de Magellan, elle quitte enfin l'Espagne. Sauf qu'avant de quitter Séville, Magellan, il écrit au roi, et il lui dit « Frérot, t'inquiète, je sais à peu près où c'est les îles aux épices, genre par là, quoi. » En sachant qu'à l'époque, on connaissait environ ça de l'Amérique du Sud. Et même s'il avait déjà navigué pour les Portugais dans l'océan Indien, le mec, il en avait aucune idée d'où il allait. Et pourtant, c'est passé. Et toi, tu l'aurais cru ? Mais revenons-en à notre voyage. Magellan et ses hommes, ils font une escale à Tenerife avant de partir pour le Brésil. Et durant cette escale, Magellan, il aurait reçu une lettre lui annonçant que les capitaines espagnols de sa flotte veulent se débarrasser de lui. Ces tensions, elles se réveillent une première fois au large de l'Afrique du Nord, lorsque le navire de Cartagena, il refuse de donner le titre de capitaine général à Magellan. Du coup, le navigateur, il a plus d'autre choix. Il doit soit frapper le premier, soit s'avouer vaincu. Et il va profiter du procès d'un de ses marins pour faire monter son bras droit à bord et l'arrêter. Le 13 décembre 1519, la flotte atteint la baie de Rio. Et si tu regardes bien, Rio, c'est dans la partie portugaise du monde. Et quand l'expédition elle arrive, il n'y a aucun Portugais sur place. Et ça, c'est parce que la colonie, elle n'est pas exploitée durant cette période de l'année. Et puisque la chance, elle attire la chance, comme l'écrit un des membres de son équipage, il faut savoir qu'il n'avait pas plu depuis 2 mois avant que nous arrivions ici, et qu'il commença à pleuvoir le jour où nous arrivâmes. Ce qui mena les indigènes à penser que nous étions envoyés par le ciel et que nous amenions la pluie. Ce qui nous facilita les choses, et ces gens furent aisément convertis à la foi chrétienne. Après avoir réparé leur navire et rempli des vivres, les Espagnols mettent le cap vers le Rio de la Plata, la baie de Buenos Aires en Argentine actuelle. Là-bas, ils espèrent trouver ce qu'ils appellent El Paso, le passage vers l'océan Pacifique. Et en vrai, quand tu regardes la carte qu'ils utilisaient et ce que tu vois en arrivant dans la baie de Buenos Aires, moi je trouve que ça fait sens d'espérer trouver le passage là. Et pour comparer, tu peux quand même y mettre la Suisse dedans. Mais bon, si ça s'appelle le Rio de la Plata et pas le détroit de Magellan, c'est bien que le El Paso, il doit se trouver plus au sud. Du coup, ils reprennent la mer jusqu'à arriver à Puerto San Julián en Argentine actuelle, où ils vont s'arrêter pour se réapprovisionner et s'abriter pour l'hiver. Tu te souviens que je t'ai dit qu'entre Magellan et son bras droit, ça se passait pas bien du tout. Durant la nuit du 1er avril, Juan de Cartagena, il décide avec 2 autres capitaines de se révolter. Leur première action, c'est de prendre le San Antonio. Cartagena, il possède alors 3 des 5 navires, et il fait pointer ses canons vers la caravelle de Magellan. Mais il décide de pas tirer. Au petit matin, on a une barque de marins qui devait renforcer les rebelles, qui va dévier sa course jusqu'au bateau du Portugais. Là, ils vont lui divulguer les plans de la mutinerie. Magellan, il décide alors de contre-attaquer. Et en une matinée, Cartagena il perd une caravelle et un capitaine. La panique gagne alors les rebelles et force Cartagena à se rendre. Le dernier capitaine, il va ordonner la fuite du San Antonio, mais elle sera que de très courte durée, puisque les câbles de ce dernier ont été sectionnés, le faisant dériver jusqu'à Magellan. Et parce que ce sont des êtres civilisés et pas des barbares, Magellan organise un procès. Battus, la plupart des rebelles sont enchaînés tout l'hiver, forcés à nettoyer et réparer les navires. Quesada, un des 2 capitaines, sera démembré, puis décapité par son propre frère. Quant à Cartagena, il sera abandonné avec un prêtre sur une île déserte, condamné à une mort lente. Je t'avais prévenu, c'était des enfants de cœur à l'époque. À la fin avril, même pas 1 mois après la tentative de renverser Magellan, ce dernier envoie son plus petit navire, le Santiago, plus au sud.
Il a pour mission de trouver El Paso. Pris dans une violente tempête, le Santiago s'échoue sur un banc de sable. Le vent commence à faire pencher le bateau. Chaque minute de plus dans cette caravelle commence alors à avoir un goût de mort. Les marins, nageant dans les eaux froides du fleuve pour rejoindre la terre ferme, regardent impuissants leur bateau chavirer. Alors, 2 volontaires partent à pied rejoindre le reste de la flotte. Après 11 jours et plus de 100 km de marche, les 2 hommes arrivent enfin à Puerto San Julián. 24 hommes font le chemin inverse par les terres pour sauver les survivants. Sur place, il ne restait plus rien du Santiago, pas même de quoi ravitailler les hommes. Il faudra donc transporter les 35 survivants et les nourrir sur des navires n'en ayant pas la capacité. Le 21 octobre 1520, Magellan découvre une large baie qu'il nomme Cap des Vierges. La flotte s'empresse d'explorer cette baie, et alors que les 4 caravelles naviguent dans cette dernière, une tempête éclate. Elle va séparer la flotte durant 3 jours. Magellan, à bord de la Trinidad, réussit cependant à rejoindre le large, accompagné de la Victoria. Les 2 autres navires, eux, sont emportés dans le Golfe. Et lorsque ces 2 derniers bateaux réussissent à rejoindre le reste de l'expédition, la nouvelle tombe. Ils ont trouvé ce qui pourrait être El Paso. Donc sans plus attendre, les 4 navires foncent vers le fameux passage. Ainsi, le 1er novembre 1520, 449 jours après avoir quitté Séville, Magellan découvre le détroit qui porte aujourd'hui son nom. Et puisque l'histoire n'est jamais sans ironie, c'est à ce moment-là que le San Antonio se révolte et fait définitivement demi-tour vers l'Espagne. Bon, récapitulons. Il a subi 2 révoltes, perdu 2 navires, des hommes, et parmi ceux qui restent, certains ils veulent faire demi-tour. Mais du coup, qu'est-ce qui le pousse à continuer en fait ? Dans cette partie, je te propose qu'on fasse des hypothèses en s'appuyant sur des phénomènes psychologiques pour pouvoir essayer d'expliquer le comportement de Magellan. Premièrement, il se pourrait que notre aventurier, il ait simplement été victime de ce qu'on appelle le piège du sunk cost. D'après une logique rationnelle, un coup passé, il devrait pas influencer nos choix futurs. Pourtant, nous les humains, on fait l'exact opposé. Plus on investit dans quelque chose, plus on risque de continuer à investir dans cette même chose, et ce, même si tout nous montre que c'est voué à l'échec. Ce comportement-là, en fait, il se justifie par 4 éléments. Premièrement, quand tout commence à aller mal, on a tendance à prendre encore plus de risques. En fait, c'est comme au casino, si tu veux. Quand tu commences à perdre, va falloir te refaire. Deuxièmement, après avoir réinvesti dans son expédition, Magellan, il aurait simplement réévalué à la hausse les gains de cette expédition. Troisièmement, le phénomène, il va plus te toucher quand tu te sens personnellement responsable des investissements. Et quatrièmement, en fait, ne pas vouloir réinvestir dans l'expédition, ça reviendrait simplement à accepter que l'investissement de base, il servait à rien. Et dans notre cas, c'est exactement ce qu'aurait pu se passer avec Magellan. Malgré les révoltes, la perte de 2 navires et de plusieurs marins, en fait, il fallait sauver le projet et donc redoubler d'efforts. Deuxièmement, on a tendance à vouloir sauver l'image qu'on a de soi-même. Et cette tendance-là, elle va nous pousser à continuer des actions même si elles sont totalement irrationnelles. En gros, si on abandonne, on reconnaît notre tort. Et entre nous, on connaît l'humain et son ego. Donc, il n'y a qu'une seule solution en fait, c'est continuer coûte que coûte pour prouver à soi-même et aux autres que notre décision de base, c'était pas une erreur. Et dans notre cas, après avoir perdu 2 navires et des hommes, rentrer en Espagne en fait, c'était avouer son échec tant devant Charles Quint que ses hommes ou encore que le Portugal qu'il avait quitté. Alors que continuer, ça revenait à dire « j'avais raison, la route vers les Moluques, elle existe », en fait c'est un peu comme ta relation toxique que t'arrives pas à terminer. La troisième possibilité, c'est que Magellan, en fait, il a simplement subi une pression sociale. Parce qu'il savait qu'abandonner, ça signifiait perdre sa légitimité devant ses hommes et devant son roi. Or, c'est pas acceptable de trahir un effort collectif. Le dernier élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en fait, sa prise de décision, elle a fortement été influencée par les actions qu'il a commises lors du jugement de Puerto San Julián. Parce qu'à l'époque, mettre à mort un capitaine et abandonner le bras droit de l'expédition ainsi qu'un prêtre, c'est impardonnable. Donc la seule chose qui aurait pu le sauver, c'était de rentrer en Espagne avec les navires remplis d'épices des Moluques. Et d'après toi, pourquoi est-ce qu'il aurait continué ? Dans le prochain épisode, on va toujours s'intéresser à Magellan, et cette fois-ci tu découvriras que c'est une fraude de l'histoire quand on dit que c'est le premier humain qui a fait le tour du monde. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, à t'abonner et à partager. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du voyage. Prends soin de toi, des bisous, ciao ciao.